enchaîner d'ici quelques minutes donc avec notre dernière session de démonstration de l'après-midi. Il y a un petit peu de temps de mise en place pour le robot Acroban qui va, ou Acroban, voilà, qui va nous être présenté maintenant. Un petit peu de temps technique également, parce que vous allez voir, comme c'est un robot avec lequel on interagit naturellement, on a besoin de ces deux mains pour ce robot-là. Donc nous sommes partis chercher un moyen de voir un micro. D'accord. Ouais, sinon, il est possible de parler fort. Bon, revenons donc à Acroban. On a vu beaucoup de modèles de robots différents dans les démonstrations de la journée. Des robots à roues relativement rigides, des robots extrêmement articulés, comme l'iCub, des robots avec une morphologie inspirée de la nature, comme Psycarpax, le robot rat ce matin. Et une autre thématique qui est ressortie de toutes les présentations jusqu'à présent, c'est cette question de l'interaction, de comment un robot peut interagir avec son environnement, avec des êtres humains, avec le monde physique autour de lui, et notamment comment est-ce qu'il peut interagir de façon sûre ou de façon souple. On n'a pas vu d'image aujourd'hui des gros robots humanoïdes, le fameux HRP2 par exemple, qui est à Toulouse. Ce sont des robots qui sont extrêmement lourds, qui sont grands, qui du coup peuvent être dangereux, ne serait-ce que s'ils tombent ou s'ils ont un petit mouvement un peu ample et qu'il y a une tête de chercheur à proximité. D'autant plus que ce sont des robots qui ont une certaine puissance. Et il y a tout un tas de questions qui se posent donc sur la constitution physique du robot et quelles perspectives peuvent ouvrir des constitutions alternatives. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que s'inspirent les travaux sur Acroban qui vont nous être présentés par Olivier Ly. Olivier Ly qui travaille donc notamment à l'INRIA avec Pierre-Yves Oudéier qui nous a présenté un panorama de la robotique en ouverture de la journée. Et Acroban est un robot dynamique, un robot avec lequel on peut avoir une interaction physique différente d'avec la plupart des autres robots. Je vais peut-être céder la parole à Olivier Ly si c'est bon. Alors, encore une petite minute. Merci. Voilà. Alors, vous pouvez prendre le micro à la main, peut-être, dans un premier temps. Le son est là. Allô. Voilà. Merci. Olivier Ly, donc. Merci beaucoup. Effectivement, je m'appelle Olivier Ly, je travaille dans l'équipe Flowers de Pierre-Yves Oudéier qui a parlé ce matin. Je vais vous présenter le robot Acroban, que voici, que nous avons conçu dans l'équipe, fabriqué, programmé, etc. Voilà. Alors, il s'agit d'un robot humanoïde. Ce qui nous intéresse en fait dans ce robot est une étude plutôt fondamentale en fait de ce que peut être le mouvement. En fait, on s'intéresse vraiment aux aspects moteurs en fait de la robotique humanoïde, personnelle, éventuelle, et de quelles sont ses possibilités d'interaction avec les humains. C'est-à-dire qu'on va regarder en fait les aspects moteurs, les mouvements en fait, et quelles peuvent être les interactions avec l'humain dans ce cadre-là. Bon, alors il s'agit d'un robot humanoïde. Alors ça veut dire quoi un robot humanoïde? Le fil directeur en fait que nous suivons, c'est de faire de la robotique bio-inspirée. Ça veut dire inspirer des organismes. Et alors un robot humanoïde, évidemment, il est inspiré par un organisme connu, c'est le corps humain, enfin connu. Voilà, il a deux pieds, il a deux jambes, il a deux bras, il a un torse. Etc. Bon, je vais peut-être rester un peu sur un plan technique pour en apprendre un peu dans le détail sur les robots, finalement. Donc, en fait, dans un robot humanoïde comme celui-ci, si on regarde la jambe, par exemple, il y a 5 degrés de liberté, 6 degrés de liberté, on pourrait dire. En fait, alors ça veut dire quoi des degrés de liberté? Ça veut dire des mobilités autour d'un axe. Ce qui est déjà différent un peu de l'humain, en fait, qui peut avoir des rotules, qui peut... Ça va, je vais me débrouiller sans. On enregistre, c'est pour ça. Oui. On enregistre, donc parlez bien dans le micro. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Oui, donc je disais, le robot, donc ce robot,
les robots humanoïdes en général imitent l'humain, cependant, ils n'ont pas tout à fait les mêmes armes. En l'occurrence, pour les articulations, on a affaire à des articulations qui sont des rotations autour d'axes, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'humain. Pour la jambe, par exemple, on a 2 rotations ici au niveau de la cheville, une rotation au niveau du genou, 3 rotations, on pourrait dire plutôt au niveau de la hanche. Et par exemple, ces 3 rotations-là, en fait, servent à imiter la hanche, en fait, le col du fémur, qui, en une seule pièce mécanique, en fait, permet plusieurs mobilités, en l'occurrence 3 degrés de mobilité, alors qu'ici, on doit faire des efforts assez importants, finalement, pour reproduire cette articulation avec simplement des rotations. Bon. Alors, en robotique, bien sûr, on a droit à d'autres choses, des pistons, on a droit à différents modes, en fait, d'actuation pour les joints. Mais pour des robots de ce gabarit, le plus facile est encore d'utiliser les moteurs, c'est-à-dire en fait des choses qui tournent. En fait, on sait bien fabriquer des machines qui produisent des rotations, ce qui est très différent d'ores et déjà des muscles des organismes, des mammifères. Voilà. Bon. Donc, ce qui nous a intéressé dans Acroban, c'est déjà de viser une structure riche en termes d'architecture. Ça veut dire que les jambes sont mobiles, effectivement, on a 3 degrés de liberté pour les hanches, ce qui est plutôt assez classique dans les robots humanoïdes. Les bras, c'est pareil, on a différents degrés de liberté, à l'épaule, au coude. Bon, il n'y a pas de main. Voilà. Alors, une caractéristique maintenant d'Acroban, c'est que nous avons ajouté une colonne vertébrale. Façon très classique, la plupart des humanoïdes, la plupart des humanoïdes ont à la place du buste une boîte qui ne bouge pas, fixe, sans articulation. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. Hein. L'homme, à la place de cette boîte, a un objet extrêmement complexe qui s'appelle la colonne vertébrale avec plein de mobilité. Bon, suite à des études de biomécanique, finalement, dans la marche, notamment dans certains mouvements, on n'utilise pas forcément toutes les mobilités de la colonne vertébrale, qui sont extrêmement nombreuses. Alors, ici, on en a reproduit 5. C'est-à-dire qu'à la base, ici, on a 2 mobilités. On a une torsion de la colonne vertébrale, ici. Et puis, on a 2 mobilités au niveau du haut du torse. Voilà. Alors ça rend, au niveau de l'architecture mécanique, en fait, du robot, ça rend indépendant le haut du corps du bas du corps. Ça veut dire qu'on peut avoir des mouvements du haut du corps indépendants du bas du corps. Ce qui n'est pas trop le cas si on a une boîte à la place. Quand on va bouger le bas, tout va bouger, etc. Donc, en particulier, on va pouvoir avoir des mouvements assez subtils du centre de gravité. Des mouvements de type parallélogramme inversé, c'est-à-dire qu'on va avoir la colonne vertébrale qui va faire ça, et qui ne va pas produire de rotation en haut, en fait. Donc on va pouvoir déplacer par exemple vers l'avant le centre de gravité, tout en conservant l'horizontalité des épaules et l'horizontalité du bassin, ce qui va économiser en fait de l'énergie cinétique qui aurait été introduite sous forme de moments en fait cinétiques dans les épaules, etc. Bon, c'est là des choses assez techniques, mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'addition de cette colonne vertébrale permet d'avoir des mouvements subtils, en fait, et probablement d'économiser de l'énergie dans les mouvements typiques des humanoïdes, alors typiquement la locomotion, par exemple. Bon, voilà. Je peux peut-être l'illustrer, alors là, Je peux peut-être vous tenir le micro, en fait. Sinon, S'il y a besoin des 2 mains. Je peux parler peut-être sans rien. Non, il faut parler avec le micro. Ah, il faut parler avec le Désolé. micro. Bon, d'accord. Je sais, c'est un petit peu artificiel, mais... Non, mais tout va bien, tout va bien. Alors, je peux peut-être illustrer la colonne vertébrale par un premier mouvement. Voilà. Donc là, dans ce mouvement-là, on voit en fait le robot s'étirer dans un mouvement... Bon, il fait peut-être un peu bodybuilding, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, on voit les mobilités de la colonne vertébrale ici s'exercer en un mouvement assez subtil finalement qui exerce une torsion du torse et qui est complètement impossible évidemment si on a une boîte à la place du torse.
Bon, de la même façon, dans le bassin, on a un certain nombre d'articulations qui imitent également le corps humain. Alors peut-être je peux l'illustrer par cette petite danse du ventre du robot, voilà, où là on voit à peu près toutes les mobilités du bassin possibles, et finalement qui, elles, sont très bio-inspirées, enfin en tout cas elles sont inspirées de ce que peut faire un humain, enfin peut-être pas tous d'ailleurs, mais en tout cas certains. Alors, je voudrais souligner le fait que ça nécessite un effort en fait de conception, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes armes. Un robot, il peut être bio-inspiré et pourtant il n'a pas du tout les mêmes armes que l'humain. C'est-à-dire que là où on a finalement 3 muscles pour cette articulation, c'est-à-dire 3 moteurs ici qui actionnent l'articulation de la hanche, eh bien l'humain pourrait en avoir une vingtaine au moins, peut-être plus. Dans le corps humain, peut-être plusieurs centaines, alors que dans le robot en tout, et pourtant il est plutôt sophistiqué, on en a une trentaine. Bon. Donc voilà, donc là, ces mouvements du bassin permettent également des mouvements assez subtils du centre de gravité, et de façon moins utilitariste, peut-être un certain naturel dans les mouvements, en fait. Voilà. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Ah oui, alors par exemple, ici, on combine des mouvements du bassin avec des mouvements de la colonne vertébrale, et puis des bras, et d'un peu tout, finalement, en fait. Ça donne des mouvements assez fluides qui permettent au robot de se mouvoir sans avoir à dépenser beaucoup d'énergie cinétique, et notamment pour les rotations. Voilà. Donc, une première caractéristique d'Acroban, c'est d'avoir une mécanique assez riche. Et, disons, au niveau du torse et du bassin, relativement novatrice. Bon. Mais ce qui nous intéresse au premier chef, dans ce robot, c'est toujours sur un mode bio-inspiré, c'est que c'est un robot qui est souple. Il est mou. Si je le prends, je peux faire ça. Voilà. Vous voyez les bras bouger, le torse, je peux le manipuler comme ça. Et finalement produire ces déformations directement en le poussant. Alors ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt relativement nouveau. À savoir, la plupart des robots sont les robots dits personnels, les jouets ou les choses comme ça, et puis même des robots assez sophistiqués sont en général commandés en position. Alors, en position, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc vous avez compris que dans le robot, il y a un certain nombre d'articulations qui sont mues par des moteurs. Et commander le robot en position, c'est dire à chaque moteur assigner une position fixe. D'accord? Pour un instant donné. Par exemple, ici j'ai tout fixé. Le robot, chaque articulation a une position fixée. Et puis voilà. Bon. Et puis quand je veux produire un mouvement, tel que celui-ci par exemple, eh bien ce que je fais, c'est je distille au cours du temps toutes les positions de tous les angles, de toutes les articulations du robot, à la façon d'une partition de musique. Et on joue comme ça en parallèle sur chacune des articulations un certain nombre de positions qui finalement produisent un mouvement. Bon. Donc ça c'est intéressant, ça a le mérite en fait de pouvoir définir un mouvement de façon très simple, très simple, effectivement c'est probablement compliqué, mais conceptuellement finalement on imagine très bien la trajectoire de chaque articulation se dérouler dans le temps et être définie dans une mémoire tout à fait standard. Bon. Alors, le problème avec ça, c'est que si je l'arrête, là, lui, il va continuer. C'est-à-dire que si je contrôle en position de façon rigide les articulations, eh bien, il ne va pas tenir compte de ma perturbation. C'est-à-dire que si je le prends, lui, il va continuer, il va forcer jusqu'à obtenir la position voulue.
Alors pourquoi? Parce que dans chaque moteur, il y a un petit microprocesseur, on lui donne un ordre, lui il ne sait pas du tout où il vit, lui ce qu'il sait c'est qu'il doit atteindre cet ordre et il l'atteint coûte que coûte, et quitte à casser le robot finalement. C'est-à-dire que si le robot contrôlé en position tombe, eh bien, il se casse instantanément. Ou alors il casse, ou alors il blesse, ce qui est pire finalement. Voilà, alors bon, nous on essaie de se départir de ça en produisant... en assouplissant finalement, en utilisant en fait un contrôle des articulations qui est souple et en l'occurrence dont le couple, dont la force est limitée. Alors est limitée dans le temps, ça veut dire qu'on contrôle cette force maximum appliquée à chaque articulation. Alors ce qui se passe c'est que par exemple si je dis à cette articulation n'applique aucune force, eh bien si je viens la perturber, eh bien, elle va me suivre. Elle va me suivre et c'est exactement ce qui se passe. Alors bien sûr, c'est un phénomène extrêmement naturel parce que tous les organismes vivants finalement fonctionnent comme ça. On ne contrôle pas en position. Si j'agite mon bras comme ça, je ne sais pas dire s'il est à 45 degrés 3 ou 2, etc. En revanche, je sais forcer ou ne pas forcer, et peut-être de façon assez précise. Et là, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Et le but étant d'être résistant, d'avoir des mouvements qui sont résistants à des perturbations externes. Et la première perturbation externe, eh bien, c'est l'interaction humaine. Une perturbation un peu spéciale, mais néanmoins, elle n'est pas prévisible pour le robot. Et lui n'a aucune idée du fait qu'il est perturbé par un homme ou bien par quelque chose qu'on lui a lancé, etc. Donc là, ici, ça veut dire que quand je fais ça, eh bien, je le perturbe. Et lui tente de maintenir son équilibre. Alors, il tente de maintenir son équilibre par plusieurs processus. Alors d'abord par des processus très classiques, en utilisant une centrale d'inertie. Il connaît par exemple la position de sa hanche, et si je fais ça, eh bien, il va maintenir sa hanche horizontale, si vous voyez. Vous le voyez? Voilà. Donc là, voilà, il va s'équilibrer comme ça. Alors bon, une fois il tombe. Hein. Mais voilà, donc ça c'est un processus classique. C'est-à-dire qu'il va forcer sur sa hanche pour maintenir une certaine horizontalité. En fait. Bon. Le deuxième point pour l'équilibrage qui nous intéresse ici, maintenant qu'on a des articulations relâchées, eh bien on peut utiliser deux traits principaux. Si elles sont relâchées, ça veut dire qu'elles peuvent dériver de l'ordre qu'on lui donne. Une articulation donnée. C'est-à-dire si elle est relâchée, elle force jusqu'à ce qu'elle ait atteint son maximum, et puis après elle relâche, et elle part, et elle fait une certaine erreur par rapport à l'ordre qu'on lui a donné. Et cette erreur, c'est un renseignement très précieux, finalement, pour le robot. Parce que cette erreur, quand elle est faite sur les chevilles, ça veut dire que je pousse vers l'arrière. Et donc lui, il va pouvoir compenser, par exemple avec le bassin, ou la colonne vertébrale, sur la base de l'erreur qu'il aura écoutée dans les chevilles, qui sont rendues un peu souples, en fait, et qui lui auront dit, attention, on force sur moi vers l'arrière, donc ça veut dire que, voilà, il exerce une force de cette façon. Bon, et ça fait un processus d'équilibrage. Donc ça, c'est la première façon d'utiliser ces articulations molles, c'est de dire, eh bien, maintenant qu'elles sont molles, elles peuvent faire des erreurs, et ces erreurs-là, en fait, me renseignent sur l'état global, en fait, du système, qui, maintenant, peut dériver par rapport à l'ordre que je lui ai donné, vu que, eh bien, ces articulations sont souples. La deuxième façon d'utiliser le caractère souple des articulations, eh bien, c'est d'avoir, typiquement, par exemple, les bras libres. Quand je marche, souvent, mes bras sont assez relâchés, finalement. Et ils agissent comme des pendules. Ils suivent une certaine oscillation, voilà. Donc là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'ici, le bras est complètement relâché. Ici, le bras est complètement relâché. Et il sert, en fait, à équilibrer le robot par lui-même, par un processus physique. Et j'en viens à un point qui est important pour nous, c'est un aspect, c'est le concept de calcul morphologique. C'est-à-dire que le bras, ce faisant, en fait, équilibre le robot en vivant sa vie et en obéissant aux lois de la physique, sans forcer. Mais il n'est contrôlé par personne. On lui a juste dit « relâche-toi ». Et ensuite, il n'y a pas une boucle de contrôle qui le force à aller dans un sens ou dans l'autre. Quand on veut qu'un robot soit très précis, comme un robot dans une usine qui doit effectuer des tâches très précises, avec beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse,
En général, on a une boucle de contrôle très rapide. Plusieurs milliers de fois par seconde, on vérifie les positions des moteurs, on donne de nouveaux ordres pour corriger, etc. Alors si on réfléchit, c'est évidemment très pratique pour être très précis. En revanche, l'homme, lui, il est fort peu probable qu'il y ait une boucle en fait, de rétroaction qui soit supérieure à 1 kHz. De toute façon, il n'y a pas le temps. L'influx nerveux n'a pas le temps d'aller là où il faut pour faire tous les allers-retours nécessaires. Donc ici, il n'y a pas de boucle du tout. On a dit au bras, débrouille-toi, relâche-toi, et puis tu vas servir de contrôleur toi-même par ta propre mécanique. Et c'est là le calcul morphologique. C'est-à-dire qu'on aura modifié la configuration de la morphologie pour lui dire, eh bien, tu vas servir toi-même de contrôleur pour équilibrer le robot. Et là, c'est ce qui se produit. Olivier, Voilà. Ouais. je crois qu'il nous reste à peu près quelques minutes pour conclure, donc on peut peut-être faire une petite démonstration un petit peu plus dynamique si possible. Ouais, je veux bien tenir le micro. Ouais, okay, bon, alors, oui, alors donc, ce qu'on gagne et ce qui nous intéresse vraiment là-dedans, c'est d'une part l'équilibrage que je vous ai illustré, et puis l'interaction. C'est-à-dire que maintenant, quand je prends le robot, finalement, par les bras, eh bien, je peux interagir avec lui. Et là, je lui fais, ici, le robot a une sorte de programme qui, écoutant les articulations et les sollicitations que je produis sur ces articulations, eh bien, il produit des réactions du bassin, de la colonne vertébrale, qui font que le robot reste debout, il reste équilibré, et en prime, ça donne une certaine sensation de vivant, en fait, mais qui n'est pas, comme on en a discuté peut-être tout à l'heure, de l'ordre de la réflexion d'assez haut niveau, mais qui est purement motrice. C'est-à-dire qu'ici, on sent une réaction motrice qui est que le robot résiste, il résiste parce qu'il veut rester debout, et ça, d'ores et déjà, ça donne une sorte de sensation du vivant. Et puis, pour finir, bon, quand on fait marcher ce robot-là, il peut marcher. Ce qu'on gagne en prime, eh bien, c'est que on peut interagir avec lui durant la marche, comme ça, voilà. C'est-à-dire qu'on peut le guider, alors que lui-même n'a pas de conscience, en fait, de modifier ses pas. Mais par la morphologie même du robot, lorsque je lui mets cette boucle de marche qui est neutre, en fait, qui ne le fait pas tourner, eh bien, avec les bras, j'induis en fait des flexions dans les jambes qui font qu'il se déplace, qu'il bouge, etc. Et en prime, qui donne toujours cette sensation de vivant. Voilà. Bon, je vais peut-être arrêter là et peut-être je peux répondre à quelques questions. Et pendant ce temps, ceux qui sont intéressés... Alors, ce qui est intéressant dans ce robot, c'est de le toucher, en fait. Donc peut-être je peux le mettre au bord là. Et ce qu'on pourra peut-être faire, c'est l'installer à la sortie ou sur le côté pour que les gens à la fin de la journée puissent interagir un petit peu avec. Ce sera peut-être plus sympa comme ça. D'accord. Alors merci Olivier Ly. Il y a peut-être le temps pour une question, pas beaucoup plus. Oui. Alors, pardon. On n'entend pas. Une question pertinente peut-être ou non, mais quelle est l'utilité de ce robot et dans quel but a-t-il été conçu? Voilà, c'est tout simple en fait. Merci. Alors le but de ce robot, c'est toujours de comprendre le mouvement, de comprendre le mouvement en fait des robots et quel pourrait être le mouvement dans un contexte où le robot a à interagir avec l'homme et à interagir physiquement, parce que finalement l'interaction physique elle est très naturelle. Entre les humains, si on a un robot à la maison, on peut imaginer qu'on a envie de lui montrer des trucs en lui prenant le bras, etc. Et que ça ne soit ni dangereux pour le robot, ni dangereux pour l'homme, etc. Donc cet aspect mou en fait des mouvements, on l'étudie pour essayer de comprendre quel pourrait être ce type de mouvements, qui sont complètement impossibles avec des robots dits d'usine, enfin des robots qui sont très dangereux et qui ne s'adaptent pas en fait aux perturbations. Voilà. Olivier Ly, merci beaucoup. Une Alors la question quand même, c'était c'est neurosciences ça, Olivier?
C'est pas assez précis comme question pour moi. Je ne sais pas trop. Si je peux. Un programme du cerveau. Alors bon, peut-être que c'est un réflexe, immédiat en fait, qui ne va pas jusqu'au cerveau. Peut-être que c'est traité dans le cerveau, mais pour moi c'est assez mystérieux. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque on pense à un robot contrôlé en position, on voit bien comment son mouvement est défini. Ouais. Si je peux peut-être juste me permettre, sur le sens de la question, madame, vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble que votre question, c'est de dire, mais enfin ça, c'est lié aux neurosciences. Alors en fait, il y a deux aspects dans cette question. Le premier aspect sur la démarche de conception de ce robot, le deuxième aspect sur comment ce genre de comportement existe dans le vivant. Alors je ne suis pas du tout biologiste, il faudrait poser la question à des spécialistes du vivant, mais il me semble qu'il y a, ne serait-ce qu'au niveau de la colonne vertébrale, sans forcément aller jusqu'au cerveau et dans le fonctionnement même des muscles et de la façon dont les muscles sont branchés sur la colonne, des réflexes qui font qu'un muscle, une unité musculaire, c'est-à-dire son muscle antagoniste et la façon dont ils sont branchés dans la colonne, ce système qu'on appelle unité musculaire, qui n'a rien à voir avec le cerveau, présente les caractéristiques que nous a mentionné Olivier Ly sur la souplesse et une raideur. Alors sans aller même jusqu'à la souplesse de l'articulation, c'est-à-dire le robot est en position, je le prends, je le bouge, comme ceci. Ça déjà, c'est plutôt inspiré des organismes vivants. On ne fait pas ça avec un robot d'usine ou un robot préprogrammé. Pour répondre à votre question sur s'il y a un programme, non. Ça n'est pas programmé. C'est pas programmé, c'est une caractéristique mécanique, électromécanique du robot. Alors, il y a une caractéristique électromécanique qui est paramétrable. Ce que je mentionnais tout à l'heure sur le calcul morphologique, c'est justement de dire on met le robot dans une configuration mécanique qui dit telle ou telle articulation à telle ou telle résistance, point. Peut-être on pourrait le faire avec un ressort, mais on va la modifier. Et ensuite, elle vit sa vie. Alors ça, pour se distinguer en fait d'un autre type de robots qui vont contrôler en fait voilà. Je crois que c'est clair. Merci beaucoup. Donc vous voyez, c'est une démarche de construction effectivement qui va jusqu'à une mécanique pensée différemment, qui permet ce genre de dynamisme et d'interaction. Olivier Ly, merci. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième séance de démonstration, qui va être une séance de démonstration à deux voix. Je vais donc demander à Rodolphe Gélin de la société Aldébaran de nous rejoindre et de s'installer. Et je vais me permettre de dire quelques mots pour présenter le NAO. Le NAO est un humanoïde, un robot humanoïde français, le voilà, développé par la société Aldébaran, représentée par Rodolphe Gélin. Donc Rodolphe Gélin, vous avez été chercheur en robotique au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, pendant une vingtaine d'années, et vous avez rejoint relativement récemment la société Aldébaran, qui est un des fleurons de la robotique française, où vous êtes chargé de projets collaboratifs, ce qui veut dire notamment que vous travaillez avec les différents labos de recherche auxquels sont proposés le NAO. Le deuxième intervenant qui nous rejoindra après la présentation de Rodolphe Gélin est Gérard Kubrick, que je présenterai tout à l'heure, et qui vous présentera non pas la plateforme NAO, mais le genre d'utilisation qui peut en être faite au sein des laboratoires ou envisagée pour un plus grand public. Donc le temps que Rodolphe Gélin s'installe, et il va vous parler donc d'Aldébaran et de la plateforme NAO conçue et commercialisée par Aldébaran. Ah non, on n'a pas le son. C'est bon. Et maintenant, j'envoie à l'écran. C'est bon pour vous aussi? C'est eux qui m'ont envoyé. Vous êtes en confinement de tête Oui, on a fait. Voilà, c'est parfait. Voilà, bonjour à tous. Je suis ravi de voir aussi nombreux pour entendre parler de robotique. Donc, comme le disait Anthony, NAO est un robot fabriqué en France, mais vendu partout dans le monde. Donc, je vais vous présenter son histoire, son futur, ses grands frères, ses petits frères,
Et puis, voilà, pendant ce temps-là, il va, donc là où il est doté d'une certaine autonomie, donc il va se promener un peu pendant que je parlerai. Enfin, normalement, il doit rester assis pendant que je parle. On verra. Bon, alors, je vais passer rapidement sur ce transparent parce on a parlé déjà pas mal donc c'est l'espèce de discours qui vient du Japon, la population vieillissante, excusez-moi madame, et donc il va falloir les aider, la pyramide des âges inversés qui font qu'il y aura de moins en moins de personnes actives qui pourront faire le travail et puis s'occuper des personnes en situation de perte d'autonomie. Bon, ce discours, vous l'avez déjà pas mal entendu, au moins en filigrane dans ce qui a été dit avant, je passe assez vite. Pour arriver à la présentation d'Aldébaran, donc j'étais presque fier tout à l'heure quand je faisais des essais avec Nao dans le hall là-bas. Les gens disaient ouais, un robot japonais, il est super. Et je dis non, voilà, il est beau, mais il est tellement beau qu'il n'est pas japonais, il est français. Donc il est la création, comme je le disais, comme le disait Anthony, d'Aldébaran, une société française qui a été créée en 2005 par un passionné de robotique, pas du tout quelqu'un qui vient du monde de la recherche, un polytechnicien qui avait fait fortune dans la banque et avec tout son argent, il a dit bah maintenant je vais mettre des robots dans les salons de tout le monde. Voilà, donc c'était sa vision en 2005. Et puis ça a été un peu plus compliqué qu'il l'imaginait, donc ça n'a pas été immédiat. Mais néanmoins, 3 ans après, un produit, Nao, a existé et on en a déjà aujourd'hui vendu plus de 800 dans le monde. On en a fabriqué encore plus que ça. Et ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, Aldébaran Robotics, une petite société parisienne qui, dans le 14e arrondissement, est sans doute le plus gros fabricant de robots humanoïdes dans le monde. Et donc, on peut en tirer une certaine fierté, ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, on est une centaine de personnes, on n'est plus une si petite entreprise que ça. On a des bureaux aux États-Unis, en Asie, à Shanghai. Et une des forces de cette entreprise, vous le voyez sur le camembert, un camembert particulièrement fort, puisque y a la moitié des gens qui sont en bleu qui sont des chercheurs, des scientifiques, des techniciens, des gens qui développent de la technologie, et tout le reste, eh bien, ce sont des gens qui fabriquent, mais aussi des gens qui vendent, des gens qui font du marketing. Pour que la robotique existe, il faut qu'elle se vende, il faut qu'elle réponde à un besoin, et c'est pour ça qu'Aldébaran Robotics a mis vraiment beaucoup d'efforts sur ça, nous, on ne veut pas faire des protos, on veut faire des produits qui se vendent, et donc être à l'écoute de nos clients, les premiers qui sont aujourd'hui les chercheurs, et aujourd'hui on vend essentiellement à des chercheurs, mais à terme, le plus grand nombre. Alors, un des grands tremplins d'Aldébaran Robotics, ça a été la RoboCup. La RoboCup, c'est une compétition de football. On a dit tout à l'heure qu'un des visionnaires, Ray, je ne me souviens plus de son nom de famille, disait qu'en 2045, l'intelligence artificielle serait aussi forte que l'intelligence humaine. Il y a d'autres gens moins intéressés par l'intelligence et plus par le foot qu'on dit en 2050, une équipe de robots battra l'équipe de championne du monde de foot. Comme vous pouvez le voir, comme sur beaucoup de sujets, on en est encore assez loin. Mais voilà, donc il y a des compétitions internationales qui sont organisées dans ce domaine-là. Et Nao a été choisi pour être une plateforme, la plateforme standard. Donc il y a des tas de ligues différentes dans cette compétition. Et il y a une des compétitions où tout le monde doit avoir le même robot. Et c'est juste la programmation qui fait la différence. Et c'était le chien Sony que vous avez vu ce matin présenté par Pierre-Yves qui était avant la plateforme. Et quand Sony a arrêté de faire son chien, les organisateurs ont cherché un autre support pour être cette plateforme. Et c'est le jeune robot, très jeune à l'époque, robot Nao, qui a été sélectionné. Donc aujourd'hui, il y a une vingtaine d'équipes dans le monde qui ont 4 ou 5 Nao avec lesquels ils préparent ces compétitions. Donc des compétitions qui sont très importantes pour Aldébaran parce que c'est l'occasion, c'est déjà une vitrine extraordinaire, et en plus c'est l'occasion pour nous de voir comment les gens se servent de notre robot, comment ils l'améliorent, comment ils le rendent toujours plus efficace, comment ils font du traitement d'image pour détecter cette balle. Encore une fois, Pierre va bien expliquer la difficulté de détecter une balle rouge, même si ça nous paraît évident. Voilà, donc avec tout ça, nos chercheurs, les chercheurs du monde entier, en exploitant tout ce dont on a doté notre robot, 25 moteurs, des capteurs, des caméras, des bumpers sur les pieds. Bon, je vais passer assez vite, je ne suis pas là pour vous en vendre. Mais voilà, nous avons une belle... C'est pour ça que c'est ça qui le différencie d'un jouet, c'est qu'il est bardé de capteurs, il y a un ordinateur à bord, ce qui fait qu'on peut vraiment espérer de lui des comportements, alors je vais utiliser le mot avec beaucoup de précaution, intelligents, vous allez voir ce qu'il peut faire, et qui en font beaucoup plus qu'un jouet dont il a un peu l'air, c'est vrai, il faut l'avouer, du fait de sa taille. Alors, Nao, c'est le grand frère, on en a fait des versions plus simples, alors celui-là par exemple, il joue au foot, donc il n'a pas de moteur dans les mains, parce que par certains joueurs, normalement, on ne joue pas avec ses mains au foot, donc celui-là, il n'a pas de moteur dans les mains, et celui-là, il est plutôt pour gardien de but, donc il n'a même pas de jambes.
Et puis on a fait même pour le commentateur télé des matchs de foot, il a ni bras ni jambes. Donc tout ça est utilisé pour les gens qui font de la recherche, qui veulent faire des tests de vision par exemple. Avant de mettre leurs algos sur le vrai robot, ils font des tests sur un robot qui a juste une tête et un cerveau. Et on a même des robots virtuels pour ceux qui ont peur de faire prendre la poussière à leur Nao. Voilà, alors, donc on en a vendu partout dans le monde. Ici, alors je vais revenir en arrière parce que j'ai une petite vidéo qui explique ce que les gens font avec. Ce qui explique, c'est difficile en fait. Les gens nous achètent, c'est un peu comme quand vous vendez des PC, vous ne pouvez pas savoir ce que les gens vont faire avec le PC que vous leur avez vendu. Donc nous, on demande tout le temps à nos clients, mais qu'est-ce que vous faites avec notre robot? Et donc on récupère des petites vidéos de tout ce qu'ils font. C'est très très varié. Donc ici, c'est de la capture de mouvement. Ici, c'est un peu d'intelligence artificielle, c'est de la vision, c'est beaucoup de communication. Ici, vous voyez du dessin. Et donc notre robot est fourni avec tout un environnement de développement qui fait que pour les chercheurs, et bientôt pour vous, vous pourrez vous-même programmer de façon très très simple votre robot. Donc voilà, je passe assez vite, parce que comme on n'est pas en avance et que je pense que le mieux, c'est quand même que je vous montre quelques démonstrations avec le robot. Là, je vais essayer de fermer cette chose. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent, comme je vous le disais, sur les déplacements, la localisation, l'autonomie, les capteurs. Voilà. Alors, pour vous expliquer quelques-uns des problèmes, déjà l'exposé d'Olivier vous a pas mal ouvert les yeux sur les problèmes techniques qui se posaient avec un robot. Alors nous, dans la typologie un peu simple que Olivier a exposée, ce robot est contrôlé en position. Donc il est, à l'écouter, profondément rigide et monstrueusement brutal et dangereux. Mais la vie n'est pas si simple. Mais et par exemple, une des choses qu'a expliqué Olivier assez bien, c'est que la colonne vertébrale était très pratique pour permettre de réaliser des gestes avec le haut du corps quand on voulait laisser le bas immobile. Alors ici, ce qu'on peut faire, alors notre robot n'a pas de colonne vertébrale, le pauvre garçon, mais néanmoins, on est capable de faire des mouvements assez naturels aussi, et sophistiqués, comme par exemple ce mouvement qu'on appelle corps complet. Un robot normal, alors il va vous le montrer tout à l'heure. Voilà, un robot normal, quand vous voulez lui faire un grand mouvement avec la main, il va faire bouger uniquement son bras. Et là, de façon assez naturelle, si son bras n'est pas assez long pour faire le geste qu'on lui demande, il va déplacer tout son corps pour suivre la consigne. De la même façon, Nao n'a pas de mouvement pour faire tourner sa tête à droite et à gauche. Donc quand on lui demande de faire ça, il va plier son genou droit ou son genou gauche pour réussir à faire ce mouvement de sa tête. Et tout ça, c'est uniquement, simplement, des monstrueuses équations mathématiques. Et donc il n'y a rien de biomimétique là-dedans. C'est une énorme matrice dans laquelle il y a toutes les coordonnées de toutes les articulations et on résout un problème d'optimisation pour arriver à, par exemple, quand le robot est en butée, peut plus reculer plus son cou, s'il doit regarder encore plus en l'air, il va, comme on fait nous, plier les genoux. Et ça, c'est une des choses qui, moi, m'amuse beaucoup dans la robotique, c'est de voir comment, de façon extrêmement mathématique, on est capable de reproduire des gestes qui sont très naturels. Et en ce sens, on voit illustrer ici un peu deux écoles de la robotique, ceux qui disent l'homme le fait très bien donc on va le faire exactement pareil, et puis une autre école qui dit mais les mathématiques résolvent des tas de problèmes super compliqués et en fait on arrive à résoudre de façon purement ingénieure mathématique des problèmes qui sont des problèmes de la vie quotidienne et qui donnent aux robots des comportements extrêmement humains. Voilà, c'est ce que, voilà, donc je vous présente la même chose que ce que vous a montré Olivier, mais sous forme mathématique, c'est-à-dire comment un robot peut être capable de détecter un amphore qu'on a fait sur son corps, exactement comme l'a présenté Olivier, parce qu'il va s'apercevoir que le geste qu'il est en train de faire n'est pas celui qu'il avait espéré, et va prendre en compte cet écart entre ce qu'il voulait faire et ce qu'il a vraiment fait, pour en déduire des corrections sur ses gestes. Donc ici, il y a, alors ça je vous le montrerai aussi en vrai, mais le petit film illustre un peu mieux et sans risque ce que je vais vous montrer. Voilà la marche stabilisée. Donc cette marche, donc une marche, le robot marche en marche avant, il marche sur les côtés. Et la difficulté qu'on avait avec Nao, et d'ailleurs il y avait Peter Ford-Nominé ce matin qui utilise Nao, disait elle est très bien cette marche, mais dès que le robot rencontre un petit obstacle, eh bien il tombe parce que son pied, au lieu d'être à la même hauteur que l'autre pied, est un peu plus haut. Il va essayer de déplier sa jambe pour avoir ses deux pieds à la même hauteur, la commande en position qu'expliquait Olivier, et du coup, ça le fait tomber, ça le fait basculer et tomber. Et donc là, avec le petit schéma que je vous ai présenté avant, le robot est capable de prendre en compte le fait que son pied ne va pas exactement à l'endroit où il espérait le mettre, et de corriger son équilibre pour rester droit et ne pas tomber, même s'il franchit des petits obstacles.
Voilà, et là encore, tout ça, alors on réexploite un peu les mêmes principes que ce qu'a montré Olivier, c'est-à-dire on demande au robot d'aller à une certaine position, mais comme cet asservissement en position, pour reprendre le terme consacré, n'est pas infiniment rigide, plutôt que de se faire tomber en arrière, le robot refuse d'aller à cette position-là, détecte cette erreur et corrige le reste de son geste. Voilà, alors un autre problème très important sur lequel on travaille, c'est la localisation du robot dans son environnement. Comment? Alors le robot tel que vous le voyez là, si vous le lancez dans une pièce comme ici, il va avoir beaucoup de mal à savoir où sont les murs, il va sans doute voir le trou là avec sa caméra, mais si vous le laissez partir en ligne droite, il va penser marcher en ligne droite, mais il va dériver. Alors on le voit un peu sur le dessin de gauche pour vous. En fait, le robot, là, on l'a téléguidé avec un petit joystick, comme faisait Olivier, pour lui faire le tour d'une pièce carrée. Et dans sa tête, le robot, simplement en regardant comment il avait déplacé ses pieds, s'il dit, à chaque fois que je voulais faire un pas tout droit devant moi de 50 cm, vu ce qu'on m'a demandé, le robot se dit, voilà, j'ai fait ce trajet en forme de Y, ou de espèce de boucle. Donc là, le robot imagine qu'il a fait ce trajet-là simplement en regardant, en mesurant ses propres déplacements. Alors qu'en fait, il a fait ce trajet-là. Donc vous voyez, la perception que le robot a de son propre déplacement est complètement fausse. Et c'est pour ça qu'il faut rajouter des capteurs. Il faut que le robot ne peut pas se contenter de marcher les yeux fermés. Si vous marchez les yeux fermés, vous avez le même problème en fait. Si vous marchez simplement les yeux fermés, pour peu que vos pieds glissent un tout petit peu, vous pensez avoir fait une ligne droite, mais vous aurez tourné un petit peu. Le robot, c'est ça qui lui arrive. C'est pour ça qu'il faut qu'il utilise ses yeux pour se recaler sur son environnement et détecter, s'il pensait aller droit mais qu'il voit qu'un mur se rapproche un peu, c'est qu'il n'est sans doute pas allé parallèlement au mur. Et donc en utilisant ces capteurs, il va recalculer sa position. Et on voit qu'après prise en compte de la correction là qui vient d'un capteur laser, qui est ce joli chapeau qu'on a mis sur la tête de Nao, il arrive à mesurer sa position par rapport à son environnement et à détecter qu'effectivement, il a fait un trajet carré et non pas cette espèce de spirale qu'on voit tout à l'heure, qu'on a vu là-haut. Donc voilà, ça pour vous illustrer comment il y a des problèmes, et c'est ce qui avait déjà été présenté ce matin par Pierre-Yves, notamment, qu'entre ce que voient les capteurs du robot et ce que comprend le robot, il y a beaucoup à faire. On a parlé beaucoup de vision, donc je vais passer assez... Bon, c'est une vidéo pour vous montrer que... Mais ça, c'est des choses que vous connaissez bien, parce que maintenant, il y a ça dans tous vos appareils photo. Le robot va être capable de détecter un visage dans l'image, et ça, c'est super important pour l'interaction en machine. Cette fonction n'est pas implémentée là. Et quand on montre le robot sur les salons, tout le monde passe devant et fait « Bonjour Nao » comme ça. Et en fait, vous lui diriez « Bonjour Nao » les mains dans le dos en lui faisant la gueule, il serait aussi content que si vous lui faites gentiment coucou avec la main. Donc cette interaction audio-visuelle, la prise en compte des images, est super importante pour l'interaction entre l'homme et la machine. Donc là, ce sont d'autres exemples de reconnaissance d'objets. Donc là, on va présenter des objets. Donc là, on se rapproche un petit peu de la démonstration que faisait Pierre-Yves ce matin. Là, pour qu'il n'y ait pas de problème d'ambiguïté sur qu'est-ce qu'on montre au robot, on se met en plein devant sa caméra. Donc pour lui, comme il a appris l'environnement avant, quand il n'y avait pas l'objet qu'on lui montrait, et on lui dit maintenant voilà le nouvel objet, il peut effacer tout ce qu'il voyait avant et extraire. Donc on simplifie beaucoup le principe d'apprentissage et extraire ce qui est nouveau et l'objet qu'il doit apprendre. Et après, on va pouvoir lui représenter cet objet et dire « Ah, je reconnais ma boîte de gâteaux favorite, par exemple. » Donc là, on simplifie énormément les conditions d'apprentissage des objets pour qu'il soit capable de les reconnaître. Alors, voilà la vision. Avant de passer aux démos, je vais vous présenter le futur. Le futur, c'est Roméo. Donc alors évidemment, quand nous on dit ce robot va aider les personnes en situation de perte d'autonomie, comme on dit courtoisement chez elles, c'est vrai que Nao, à part un support vaguement cognitif, ou alors un peu comme l'était ce matin le robot Compay en termes d'interaction machine pour servir à envoyer des mails, rappeler des agendas, mais c'est vrai que dès qu'on veut qu'il rende des services du type apporte-moi à boire, ferme-moi cette porte, pousse-moi ma chaise, Nao est bien gentil, mais il est un peu petit. Donc aujourd'hui, nous développons dans le cadre d'un projet national le robot Roméo qui fera 1,40 m de haut et qui pourra vraiment, alors en plus de toutes les fonctions de communication dont est doté Nao, en plus avoir des fonctions d'interaction physique avec l'environnement, comme par exemple aider une personne à marcher, lui servir de support quand elle doit se relever, etc. Donc là, c'est un énorme projet dans lequel on retrouve pas mal donc il y a 13 partenaires, des PME autour d'Aldébaran, et puis pas mal des grands labos de robotique. Il y a l'INRIA, le LAS représenté, le LPPA, Télécom.
Et tous ces gens-là vont travailler aussi bien sur la création d'une plateforme physique qui aura la particularité d'être réversible, c'est-à-dire comme le robot qui a été présenté par Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire de maîtriser les efforts qu'il exerce sur son environnement, par exemple pour le tirer par le bras, exactement comme avec Acrobat, mais aussi en termes de traitement du signal, pour qu'il soit capable de mieux entendre, mieux comprendre ce qu'on lui dit, et même d'aller jusqu'à une certaine capacité de dialogue et de traitement d'émotions. C'est un sujet qui a été un peu abordé ce matin. Donc nous, on ne veut pas doter le robot d'émotions propres, mais on veut qu'il soit capable au moins de détecter l'émotion dans la voix de la personne qui lui parle, pour qu'il soit capable de distinguer entre j'ai soif s'il te plaît et j'ai soif. Voilà, qu'il soit capable de comprendre une espèce de non-dit derrière les mots. Et cette communication au-delà de la pure compréhension des mots est indispensable pour avoir, encore une fois, une interaction naturelle avec les robots. Donc voilà les démos, tout ça est très bientôt, hein. On devrait avoir des premières démonstrations de Roméo discutant avec une personne en mars, et puis après de voir ce grand robot d'1,40 m se déplacer dans un environnement quotidien, avec des utilisateurs qui viennent de l'Institut de la Vision, donc des personnes qui ont des problèmes de vision souvent, et puis pour qu'ils soient capables de marcher au bras de la personne, descendre les poubelles, donc prendre une poubelle et descendre les escaliers avec, l'aider à se relever, et même être capable de tomber et de se relever, ce qui est indispensable pour un robot humanoïde dans une vraie vie, parce que malheureusement, l'inconvénient des jambes, c'est que c'est sans doute le mode de propulsion le moins stable et le moins pertinent qu'on puisse inventer. Comme quoi la nature n'est pas si brillante que ça. Parce que si la nature était brillante, on aurait tous des roues au lieu d'avoir des jambes. Mais voilà, une fois qu'on s'est donné des jambes, alors c'est un choix dont on pourra reparler, il faut être capable d'assumer, avoir une marche stable, et puis quand la marche n'est pas stable et que le robot tombe, qu'il soit capable de se relever sans trop de casse. Donc voilà, ici, ce que je vous montre, c'est bien sûr un montage vidéo, hein, mais j'espère bien que d'ici l'année prochaine, lors de la prochaine organisation de cette exposition, ce sera une vraie photo et même un vrai Roméo qui sera là pour faire les démonstrations avec moi. J'ai 2 minutes pour... Merci. Alors 2 minutes, oui, mais vraiment 2 minutes. Effectivement, la balle, il manque la balle. Ah, c'est terrible ça. Rodolphe, vous avez un micro ici, le cas échéant. Monsieur Kubrick, si vous voulez bien... Déjà, je vais le faire parler en français. Voilà, alors, je vais lui demander de se relever. Ah, merci, ma babale. Ah! Voilà, alors, bon, comme je vous le disais, normalement, il est prévu pour ça. Alors, il est encore assez sensible à l'état du sol. Là, la moquette est un peu trop moelleuse pour lui. Et donc, il a un peu de mal à trouver ses appuis dessus. Alors, je vais lui faire juste 2 démos, monsieur l'organisateur. La première, ça va être une danse, donc assez, un peu comme la danse que nous a montré Olivier, c'est-à-dire une danse en boucle ouverte, où on va jouer une espèce de partition pour illustrer les capacités de mouvement du robot. Alors là, je pense qu'il a le soleil dans l'œil, et donc, est-ce que tu me vois? Bon, alors quand il ne me voit pas, il faut que je lui tape un peu sur la tête pour lui rappeler que je suis là. Que je fasse autre chose? Danse favorite. Le son est là. Avec plaisir, j'adore danser. Alors. Bon, donc ça, c'est une des premières démos qu'on a faites, principalement en réaction aux démos que présentent les Japonais. Et d'ailleurs, c'est une danse plutôt à consonance orientale, asiatique. Parce que les Japonais, et pas tout le monde avec leur danse extraordinaire, mais en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile de faire danser un robot. Une fois que la mécanique est faite, qui est un challenge en soi, exécuter une trajectoire comme celle-là n'est plus très très compliqué. Ce qui peut être compliqué, c'est de la programmer pour qu'elle soit élégante et que le robot ne se casse pas la figure à chacun de ses gestes. Mais en revanche, l'exécution elle-même, bon, c'est une belle démonstration des performances mécaniques du robot, mais il n'y a pas beaucoup d'intelligence là-dedans, il faut bien le reconnaître. On a vu un tout petit peu d'intelligence quand on a vu que le robot pouvait parler plusieurs langues, comprendre quand je lui parlais. Et maintenant, je vais vous présenter, ça sera la dernière démonstration, le niveau d'intelligence supérieur qu'on a donné à ce robot, qui est celle de pouvoir suivre une petite balle rouge. Quand il n'a pas trop de soleil, de lumière dans l'œil, peut-être qu'il faudra baisser un peu la lumière si j'arrive pas à le faire fonctionner. Alors, est-ce que tu me vois? Merci. Alors, comme il ne me voit pas, je vais le réveiller.
Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Mouvement. Alors ici, la reconnaissance vocale est assez simple. Il n'y a que quelques mots qu'il est capable de reconnaître. Et comme le disait... Je peux suivre une balle ou te montrer mon déhanché. Le déhanché, c'est bien aussi. Hein. Mais bon, on va déjà suivre la balle. Donc là, il faut qu'il arrive à voir la balle. Et une fois qu'il a vu la balle, il va dire « Je n'aime pas tellement cette couleur de balle. » Allez, relève-toi. Je crois qu'il a un peu de mal avec cette moquette. On y retourne, parce que là, on est pressé par le temps en plus. Hein. Ouais. Tu peux me demander quelque chose. Mouvement. Alors, s'il retombe, j'arrêterai là pour pas trop gréver l'agenda, puis on fera la démo voilà, dehors. Ce qu'on peut faire, sinon, c'est le laisser dans le coin prêt à fonctionner. Et puis, après la projection des films, D'accord. reprendre la démonstration. Mon dernier essai, et puis après... Alors... Il a vu... Voilà. J'ai l'impression qu'il a vu autre chose de rouge, un peu trop, là. Il y a beaucoup de rouge dans la scène. Ah oui, c'est ça. C'est donc probable qu'il ait chopé un projecteur. Tiens, viens par là. Bon, je vous ferai la démo dans le hall où il y aura des lumières un peu moins brutales pour lui. Bon, il est un peu perdu. Le pauvre petit, il a très peur. Hein. Bon. Non, mais la scène, c'est toujours très impressionnant Ouais. pour les robots. Voilà. Peut-être qu'effectivement, Bon. il sera plus à l'aise Ouais, dans des éclairages je vais un petit peu laisser moins la parole singuliers. à mon camarade du lutin. Voilà, vous voyez le principe, hein, une fois qu'il a réussi à attraper la balle, mais il a vraiment du mal avec la couleur. Bah, il y a plein de rouge derrière, les fauteuils sont tous rouges. Donc... Ah oui, les fauteuils sont étant tout tous rouges aussi. Ça met beaucoup de bruit dans l'image. Allez, on va le laisser se reposer. Voilà. Oh là là. Oh, dodo. Voilà, repose-toi un petit peu. Rodolphe Gélin, merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à Gérard Kubrick, je voudrais juste relever un point mentionné par... Je n'ai pas réussi à me connecter au réseau. Ah, voilà. Et en plus, il a des problèmes sociaux. Non, mais terrible. J'ai chaud à ses articulations. Et donc... 80 degrés. Et en plus, il surchauffe. Non, vraiment, il faut qu'il se repose. Oui, donc, Rodolphe mentionnait qu'une approche, ingénieur, comme il l'a dit, de la robotique marchait encore très bien. C'est vrai que nous avons vu beaucoup d'approches relativement innovantes, bio-inspirées, ce genre de choses. N'oublions pas qu'il y a quand même tout un corpus de savoir-faire d'approches ingénieurs, de très grosses matrices. Pour avoir vu les matrices en question, je vous assure qu'elles sont... C'est des vraies matrices, des grosses équations qui marchent et qui sont indispensables au quotidien en robotique, mais qui n'ont pas trop été mentionnées aujourd'hui, simplement parce qu'elles font partie des bases en fait, de la robotique. Donc je vais maintenant passer la parole à Gérard Kubrick du Lutin, qui est donc un laboratoire sur l'utilisation des technologies. Alors vous avez un parcours assez, j'ai envie de dire, varié, où vous avez à la fois commencé en psychologie, puis fait de l'informatique, vous êtes en train de passer, si je ne dis pas de bêtises, J'ai fait un peu doctorat en de tourisme psychologie. universitaire, oui, tout Pardon ? à fait. J'ai fait du tourisme universitaire. Voilà, vous avez oui, fait tout à du tourisme universitaire entre des pôles informatiques et psychologiques. Et au sein du Lutin, donc, vous étudiez les utilisations possibles des nouvelles technologies, et notamment vous travaillez avec NAO. Absolument. Bon, je vais essayer de vous présenter. Alors, on m'a raccourci sauvagement le temps, donc je vais essayer d'aller très vite. Bon, là, vous avez la liste des différents intervenants dans le projet RASPO, dont je vais vous parler enfin. Mais je vais essayer d'abord de vous présenter très rapidement ce qu'est le Lutin. Donc, le Lutin, en fait, c'est un laboratoire qui travaille à la fois sur les aspects humains, c'est-à-dire les neurosciences, les sciences cognitives et l'ergonomie, et sur les machines, informatique et intelligence artificielle. Son directeur, Charles Tijus, qui est un psychologue.
En fait, le lutin est une plateforme, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un laboratoire en tant que tel, c'est une plateforme dans laquelle les chercheurs appartiennent soit à Chartres, Paris 8, qui est la tutelle du lutin, soit à Paris 6 à travers le LIPSIS, soit, bien entendu, à la Cité des Sciences, puisque nous sommes basés ici à la Cité des Sciences, au 2e sous-sol. Et on a aussi des chercheurs qui viennent de l'école pratique des hautes études. En fait, notre principe, on va sauter ce stade-là, notre principe en fait c'est d'avoir un ensemble de matériel. Donc ici vous voyez des systèmes de oculométrie, ici vous voyez encore de l'oculométrie, ici vous avez une régie vidéo, ici c'est une expérience de oculométrie dans laquelle on fait circuler quelqu'un avec un casque de manière à ce qu'il puisse effectivement, on puisse relever ce qu'il regarde en circulant dans la cité. Et c'est à partir de ces capteurs-là qu'on fonctionne. On a aussi des systèmes de capteurs physiologiques. Ici, c'est un autre système de vision 3D. Vous voyez qu'ici, on a une espèce d'avatar qui montre ce que regarde la personne. Et en même temps, ici, on a un repérage des pupilles. Ici, le repérage des principaux points importants du visage, de manière à savoir ce que regarde la personne et dans quelles conditions elle le regarde. Ça, c'est un autre exemple avec ici ce qu'on appelle des cartes de chaleur, c'est-à-dire qu'en fait, la taille du point est proportionnelle au temps pendant lequel la personne l'a regardé. Et on avance vers d'autres activités qui sont des couplages entre l'activité électrique du cerveau et l'oculométrie. Voilà ici, par exemple, un système dans lequel on fait une relation entre les potentiels évoqués au niveau du cerveau et ce que la personne est en train de regarder. Ça ici, ce sont des analyses avec des capteurs physiologiques, c'est-à-dire la conductance de la peau et le rythme cardiaque, qui nous permettent d'avoir d'autres indications, en particulier dans les problèmes de fonctionnement des jeux. Une évolution, c'est les capteurs 3D qui nous permettent de voir comment sont positionnés les segments du corps d'un utilisateur et de voir comment il réagit avec un certain nombre de capteurs qui sont en particulier reliés par une espèce de système de serveur web, ce qui nous donne des informations en 3D. Enfin, on a un fonctionnement, on a beaucoup de travaux autour des projets d'éducation numérique, dire avec de nouvelles technologies comme les tableaux interactifs, comme les tablettes, comme les stylos numériques, en utilisant bien entendu nos technologies qui sont l'oculométrie, l'EEG, l'analyse de ce que les gens comprennent, les données physiologiques et l'actimétrie que je vous ai présenté avant. On travaille aussi sur ce qui va être notre vie quotidienne, c'est-à-dire le papier numérique, c'est-à-dire la future radio terrestre numérique qui est censée remplacer à plus ou moins long terme la FM actuelle. Et en fait, notre grand projet actuellement, c'est les couplages multisources. C'est-à-dire que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'était on regarde en oculométrie, on regarde dans l'EEG, on regarde dans une donnée physiologique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on utilise l'ensemble de ces données? Qu'est-ce qu'on obtient comme corrélation et comment peut-on obtenir plus d'informations sur la façon dont l'utilisateur fonctionne en face d'un écran, en face d'un jeu ou d'un objet quel qu'il soit. Et le projet aussi, c'est dans les projets de réalité augmentée. En particulier, on travaille avec la Cité sur un projet d'Icalypso qui peut créer une grande salle de réalité augmentée ou d'environnement virtuel. Et puis, notre projet plus science-fiction, c'est le projet OpenVibe. Un projet OpenVibe, c'est tout simplement, vous bougez un objet simplement en y pensant, sans aucune autre interaction, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ici, voilà, vous avez ici, par exemple, ce qu'on a présenté à la Fête de la Science, ce jeu ici, dans lequel simplement en pensant, vous faites décoller le vaisseau du Jedi. Et vraiment, vous êtes assis, vous ne touchez à rien et vous faites décoller le vaisseau. Et c'est quelque chose que les gens arrivent à faire relativement bien globalement. Donc ça, c'est un projet en collaboration avec l'INRIA et c'est un projet sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. D'abord dans le monde des handicapés, parce que ça permet effectivement de redonner une autonomie aux handicapés, simplement en pensant, même s'ils sont complètement paralysés, simplement en pensant, on peut arriver à interagir avec le monde réel. Bien, maintenant, NAO, puisque l'objet c'est la robotique, qu'est-ce que nous faisons avec NAO? En fait, on a un gros projet qui s'appelle RASPO, qui est un projet éducatif autour de NAO, c'est-à-dire comment faire interagir un enfant et un robot pour lui permettre de surpasser un certain nombre de difficultés scolaires. Et par ailleurs, on réalise des développements sur NAO que je vais vous présenter en fin de présentation. Le projet RASPO, en fait, c'est un partenariat entre le laboratoire Chartres,
que je vous ai présenté tout à l'heure, Chartres comme étant la tutelle du lutin, une société de formation à distance qui s'appelle Paraschool, et la société Aldébaran, bien entendu, qui nous a fourni le robot. Alors, Raspo, pourquoi? Bon, on est d'abord dans un monde où le robot, quoi qu'on en dise, est quand même un objet qui devient de plus en plus accessible et de plus en plus réel pour les gens. Vous avez des tas de robots comme le Mindstorm de Lego, le Piki de One Knee, le robot de Lego, etc., de Mécano, pardon, qui sont maintenant couramment dans le monde. Dans les magasins de jouets, vous trouvez des dinosaures robotiques, robotisés, je ne sais pas comment les appeler, qui permettent effectivement d'avoir des interactions avec les gens, et donc on en trouve de plus en plus et on en trouve partout. Donc on peut considérer que le robot aujourd'hui est accepté comme une aide à l'apprentissage, et donc on va s'en servir. Par contre, le problème sur lequel on bute, c'est que globalement, dans le monde éducatif aujourd'hui, les robots sont plutôt utilisés soit comme moyen de formation à la robotique en soi, soit comme moyen d'accès à un certain nombre de technologies, comme par exemple le fonctionnement des capteurs, ou le fonctionnement des moteurs, ou autre chose de ce genre-là. Et en Europe, apparemment, aujourd'hui, on ne connaît aucune structure qui utilise les robots pour faire de l'enseignement sur des valeurs fondamentales qui sont apprendre à compter, apprendre à lire. La photo, c'est, là vous voyez un groupe d'enfants en train de regarder Nao pendant la fête de la science ici, et on a eu beaucoup de public, et donc ça nous a permis d'apprendre d'ailleurs beaucoup de choses sur la relation entre les enfants, voire quelquefois même les adultes, et le robot. Et très caractéristique, par exemple dans la démonstration, au moment où le robot disait au revoir comme ça, et les enfants spontanément se disaient tous au revoir au robot. Par contre, une autre chose qu'on a appris, c'est que les enfants jeunes pouvaient avoir éventuellement peur du robot, au moins en première approche, et ça s'arrangeait ensuite. Pour revenir au projet Raspo lui-même, le projet Raspo vise à offrir à des enfants le moyen d'apprendre des notions fondamentales sans passer par le système scolaire ou en complétant le système scolaire par d'autres moyens. Donc on repose sur une interaction avec Nao, Nao étant censé être un humanoïde qui débarque sur la Terre en ayant perdu sa mémoire et auquel l'enfant permettre de réapprendre un certain nombre de notions, et donc du coup en lui faisant apprendre ces notions, lui-même apprendre un certain nombre de choses. En fait, on essaye d'inverser le processus en obligeant l'enfant à être complètement actif et en apprenant au robot des choses, à vraiment apprendre lui-même un certain nombre de choses. Donc, pour pouvoir le faire, j'ai sauté un slide, non? Oui, j'ai sauté un slide. Bon, donc ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. Elle va prendre, donc on a deux partenaires à égalité, qui sont Nao et l'enfant, et cette interaction va devenir un objet éducatif. D'abord, parce que tous les deux vont pouvoir agir sur le monde réel, contrairement à d'autres objets, comme par exemple les logiciels éducatifs Adibou, pour donner un exemple. C'est un apprentissage coactif, c'est-à-dire que les deux partenaires sont actifs dans cette formation, le robot et l'enfant, et qu'en fait, ça va permettre à l'enfant de réaliser en apprenant au robot comment lui-même apprend, et donc aider le robot à apprendre et à apprendre en même temps. Par contre, dans cette optique, il va falloir quand même faire évoluer un petit peu le robot. C'est en cours par la société Aldébaran, c'est-à-dire qu'en fait, le robot va être doté d'un système de vidéoprojecteur. Il va être doté d'un pseudo-pointage laser, parce qu'après analyse par Aldébaran, avoir un vrai pointeur laser était compliqué, donc ce sera en fait un point rouge simulé directement dans le projecteur qui simulera le laser comme si le robot pointait effectivement un objet. Il va falloir améliorer la capacité à aller chercher et prendre des objets dans son environnement. Il ne faut pas oublier que l'environnement réel est un environnement relativement complexe. Et aller vers une analyse de la communication non verbale entre le robot et l'enfant, ce qui est relativement important, mais aussi relativement compliqué. Enfin, il va falloir avoir un ensemble de logiciels ou de serveurs qui permettra à l'enseignant à la fois de récupérer les informations et de créer... J'ai encore du temps. Et de créer les séquences éducatives pour l'ensemble robot-enfant. En relation, on va sauter ça. Bon, il va falloir quand même, un point important, c'est arriver à adapter les comportements existants à une activité ludopédagogique, c'est un bien grand mot, ce qui n'existe pas aujourd'hui, donc ce qui va nécessiter aussi un travail de la part des enseignants qui vont devenir
partenaires de cette opération, en tout cas au départ des enseignants de Paraschool. Ça, on l'a déjà dit, donc on ne va pas le redire une deuxième fois. Alors, un autre problème important sur lequel, effectivement, on est en train de travailler à Aldébaran, c'est avoir un système de reconnaissance de l'enfant, manière à ce que l'enfant puisse, le robot puisse dire, envoyer un enfant, bonjour Gérard ou bonjour Georges, et pas se tromper au-delà du raisonnable en identifiant l'enfant. Il faut qu'il y ait une communication verbale, ce qui est quand même quelque chose de très compliqué, parce qu'il faut avoir un temps d'analyse qui ne soit pas trop long, et en même temps être capable de comprendre ce que va dire l'enfant. Donc dans un premier temps, il va y avoir une relation simple, c'est-à-dire que le robot va répéter ce qu'a dit l'enfant en ayant l'air d'avoir compris, mais l'idée c'est d'aller plus loin et qu'effectivement le robot comprenne un certain nombre de mots lui permettant qui sont les mots-clés dans ce que l'enfant a voulu dire. Et enfin, encore une fois, ce qui est très difficile, c'est d'arriver à une communication non verbale, c'est-à-dire à interpréter à la fois les mimiques de l'enfant et c'est un certain nombre de gestes qui lui permettent de s'exprimer là aussi. Pas oublier que chez l'homme, la communication est à la fois verbale et non verbale et que l'un sans l'autre complique très sensiblement la communication. C'est en particulier le cas des enfants autistes qui ne sont pas capables de comprendre, par exemple, ce qui est la communication non verbale. Donc, le problème, c'est que ce robot va se retrouver dans le monde réel, typiquement une chambre d'enfant ou une chambre d'hôpital en fonction du cas de l'enfant. Il se trouve dans un environnement qui est par définition hostile, c'est-à-dire que ce n'est pas un environnement bien normalisé, avec un éclairage bien stable, avec pas d'obstacles et quoi que ce soit autour, comme on l'a dans le monde industriel. C'est vraiment un environnement qui, pour un robot, est un environnement hostile. Il va falloir avoir des fonctions de préhension qui soient bien complètes et bien efficaces. Et il va falloir créer un environnement autour qui va faire comprendre, par exemple, des fausses pièces, des faux billets, une tirelire, dans lesquelles, par exemple, dans un jeu mathématique, l'enfant va mettre dans la tirelire le prix d'un objet quelconque ou le prix d'un ensemble d'objets, de manière à ce que le robot puisse identifier les sommes que l'enfant envisage de dépenser et voir avec lui si oui ou non il a bien fait son exercice de calcul. On va sauter, ça décrit simplement l'ensemble des relations, c'est-à-dire l'éducateur, le serveur, le robot et l'enfant, avec dans tout ça des communications bidirectionnelles qui doivent rester constantes et efficaces. Ça, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'en fait les robots aujourd'hui sont globalement pas pensés pour faire de l'enseignement du soutien scolaire ou de l'enseignement dans les éléments fondamentaux qui sont le calcul, la lecture en particulier. Et donc, il faut créer un nouvel ensemble d'interactions et de nouvelles méthodes pédagogiques pour y arriver. Bon, ça, on va sauter. Ça, on va le sauter aussi. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on met ensemble les compétences d'Aldébaran dans la robotique, les compétences de Chartres dans le domaine de psychologie cognitive et les compétences de Paraschool dans la création d'événements pédagogiques et dans la conduite du projet. La motivation générale du projet est extrêmement ambitieuse puisqu'on va arriver à avoir effectivement sortir de l'avatar sur écran pour arriver à avoir effectivement un apprentissage efficace entre le robot et un enfant. Et il y a quand même pas mal de travail à faire derrière ça. Bon, on ne s'est pas arrêté là. On a aussi développé des projets. Alors on utilise pour ça un autre robot que vous voyez là qui s'appelle Roboto, qui a été créé, qui est un robot relativement ancien, il date de 2003, créé par des équipes du Centre des émotions du CNRS, qui est en fait un robot très simple. Vous voyez qu'il a des yeux, il a des sourcils, il a une bouche. Simplement, il a aussi des caméras, une ici qu'on a rajoutée et deux dans chaque œil. Et c'est à partir de ces caméras, en fait, on analyse le visage de la personne qui se trouve en face. Et Daniel, qui est là, a développé un logiciel qui est tel que si vous souriez au robot, le robot vous sourit. Ce qui n'est pas forcément si évident que ça, mais c'est une première étape dans la reconnaissance automatique des émotions. Il fallait qu'on attaque déjà un premier niveau qui était l'identification du visage, l'identification d'un certain nombre d'éléments, et en particulier donc l'identification de la bouche.
Je vais essayer, alors si ça veut bien, parce que je n'ai pas toujours mon curseur. Voilà, si. Alors ça, c'était ces 2 films qui ont été faits à la Fête de la Science. Il y avait du son, mais on ne l'a pas. Donc vous voyez là, vous avez une personne qui est en face du roboto qui est là, et je n'arrive pas à agrandir l'image. J'ai essayé tout à l'heure de vous la refaire en plus grand. Quand la personne qui est ici sourit, on voit que le roboto sourit en même temps. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Moi, je suis très mal placé, donc je ne vois rien. Vous ne voyez rien non plus. Je vous le remontrerai tout à l'heure en plus grand. Et ici, tu veux bien démarrer. Donc, ici, c'est l'interaction d'un enfant au cours de la Fête de la Science avec Roboto. En fait, on a utilisé la Fête de la Science pendant 3 jours pour voir les interactions et commencer à voir comment un enfant réagissait en face de Roboto. Et c'est l'expérience que je vous ai indiquée tout à l'heure avec des réactions assez particulières de l'enfant. En fait, il y avait des séquences très simples. L'enfant déclenchant, soit en touchant la tête, soit en touchant les bumpers devant les pieds, déclenchait un certain nombre de comportements et donc interagissait avec le robot. Voilà, c'est après ça. Oh là. Bon, je vais essayer de récupérer, si je peux, les vidéos pour vous les mettre en plus grand. S'il y a des manipulations, S'il y a quelques manipulations techniques pendant ce temps-là, il y a des questions et éventuellement Hilaria peut répondre à ces questions pendant ce temps-là. On va peut-être pas les faire maintenant parce que l'heure tourne quand même beaucoup. Bon. Peut-être une question ou 2 rapidement sur ces usages du NAO ou les usages de la robotique pour l'éducation de façon plus générale. Non, bon, très bien. Écoutez, Gérard Kubrick, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons donc maintenant passer à la clôture de... Nous allons maintenant clore cette journée par une projection donc de films d'animation. Mais avant de vous présenter les films, je tiens déjà à remercier vraiment tous les participants, tous les gens qui se sont impliqués, qui ont joué le jeu, de venir vous parler de leur métier, de leur passion, vous faire découvrir les grands enjeux de la robotique. C'est aux détails techniques aussi. Vous avez vu que ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on voudrait et qu'on est assez loin d'un droïde de protocole comme Z6PO. Vous ont fait découvrir également les visions qu'ils avaient sur les chemins à prendre, sur les perspectives qu'on pouvait avoir. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont fait cette journée. Merci également à toute l'organisation, tous les gens qui ont contribué au niveau de la Cité des Sciences et de l'Industrie à l'organiser. Et en premier lieu, Sabine Hugues, qui est donc l'organisatrice de cette journée, dont je ne suis que le présentateur. Merci également au staff technique, sans qui vous n'auriez bien sûr ni le son ni l'image, ce qui serait fort dommage. Et puis enfin, merci à vous d'être venus. Merci à vous de nous avoir fait partager vos réactions, de nous avoir posé vos questions. Je vais donc maintenant rapidement vous présenter les... Merci. Je vais donc maintenant rapidement vous présenter les 3 courts-métrages qui arrivent, qui vont être la petite cerise ludique sur le gâteau de cette journée. Donc le premier court-métrage s'appelle Clic-Clac. C'est un film d'études réalisé à Supinfocom d'Arles en 2005 par Aurélie Fréchinos, Victor Emmanuel Moulin, Thomas Wagner. C'est l'histoire d'un robot et d'un petit garçon qui cherchent à communiquer. Le deuxième film, Albert, réalisé à l'ESA en 2006, c'est également un film de fin d'études, par Michael Giraud et Guillaume Desbois, met en scène une star des années 50, un robot très connu que vous pourrez retrouver dans l'exposition, vraiment une star du cinéma des années 50, qui se retrouve convoqué chez son producteur. Non, les temps sont durs, même pour les robots. Et enfin, le troisième court-métrage, je ne vais pas vous révéler la chute, je vous laisserai le découvrir. Il s'appelle ED, réalisé également à Supinfocom Arles en 2008 par Pierre Alran, François Aussi, Olivier Renard et Nicolas Junkos. Je vous laisse découvrir ces productions. Merci à vous.